Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 4e édition de Radio Patate, l'émission pour découvrir en avant-première le programme du mois à venir sur Sens Créatif et où on fait un petit point également sur l'actualité du Patate Club. Salut Laurent, comment ça va ? Salut Jérémy, ça va bien et toi ? Ça roule, ouais, très bien. Alors en plus d'être nous deux, comme d'habitude, aujourd'hui nous avons le grand plaisir d'être en compagnie d'Emilia Santucci, a.k.a. Advantis. Salut Emilia. Salut Emilia. Salut. Alors on dit Emilia. Santucci et on dit Adventis. Voilà, tu es repris. Faut pas le dire à l'américaine. Vas-y, je trouve que ça faisait stylé, non ? Ouais, allez, je te laisse. Allez, Adventis, avec un joli petit accent français. Adventis qui est membre du Patate Club, créatrice du podcast La Cabane des Creators. Tu vois, je peux pas m'empêcher de mettre un petit accent anglais. Et metteuse en scène. Salut Emilia, comment tu vas ? Eh bien, ça va bien. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Je suis ravie d'être là avec vous. Avec grand plaisir. T'es dans ta cabane ? Alors non, ma cabane, j'ai déménagé. J'étais dans ma cabane jusqu'à août dernier et maintenant, ça fait un peu cabane. Ça fait cabane. Ouais, ça fait cabane quand même. Ouais. Maintenant, c'est encore plus cabane. Avant, on pouvait pas se tenir debout des temps. Ah ouais. Alors ceux qui nous écoutent, en rediff n'ont pas l'image, mais en effet, oui. C'est pas mal boisé par chez toi. T'habites où, Emilia ? Moi, j'habite à Metz. À Metz. Et je suis dans un appart qui est sous les toits, donc tout est mansardé chez moi. Trop bien. Trop cool. Bon, fais-nous un petit topo du coup. Qui es-tu, Emilia ? Parce que j'avais une question, Jérémy. Allez, vas-y, Laurent. Vas-y. Ça y est, tu manges la tarte à la Mirabelle et t'es adopté. Ouais. La vie à Metz, c'est cool. La vie à Metz, c'est cool. C'est vraiment une ville que je trouve qui est sous-cotée. On n'en entend jamais parler. Je sais pas, j'ai l'impression que le Grand Est, globalement, on entend peu parler. Et Metz, c'est vraiment une ville hyper agréable à vivre. C'est beaucoup de nature, de l'eau, de la forêt. C'est calme, animé juste ce qu'il faut. Parfait, très bien. Parfait pour toi. Oui, Metz, on y a été, Laurent, l'année dernière. Exactement. On a interviewé l'homme étoilé là-bas. Ouais. C'est très sympa. Ça m'a donné une petite impression de ville un peu moyenâgeuse comme ça. Ouais. Il y a une le centre. Surtout militaire. Militaire ? Ouais, oui, parce que c'était une grande caserne. Metz. Ok. Bon, tu m'en diras tant. Emilia, pour les personnes qui te connaissent pas, fais-nous une petite présentation express. Oh là là, c'est l'exercice tellement dur. Donc moi, je m'appelle Emilia. À la base, je viens du spectacle vivant. J'ai 15 ans de carrière dans surtout la mise en scène et l'écriture de spectacles, la direction d'acteurs. J'ai une formation de comédienne, chanteuse, danseuse à la base. Wow. Dans la comédie musicale. Mais bon, j'ai quasiment jamais été de ce côté-là. J'ai rarement été interprète, sauf dans certaines de mes créations. J'ai surtout écrit et mis en scène des spectacles. Et puis, qu'est-ce que je fous à Sens Créatif, du coup ? Oui. Qu'est-ce que tu fais là ? En fait, le dessin, la peinture, ça a toujours été dans ma vie. Quand j'ai créé mes spectacles, j'ai toujours dessiné mes mises en scène, dessiné mes personnages, dessiné mes costumes. Ça a toujours été là en background, on va dire. Même à l'école, au collège, au lycée, mes cahiers ils étaient pleins de dessins dans les marges de tous mes cours. Et en fait, je m'étais jamais rendu compte à quel point c'était présent dans ma vie. Et il y a 2 ans, j'ai fait un bon burn-out qui fait que vraiment le milieu du spectacle, en mode j'y arrive plus. Et je me suis rendu compte à quel point le dessin et la peinture avaient une place importante dans ma vie et je me suis un peu réfugiée là-dedans. Et j'ai trouvé beaucoup d'apaisement et de réconfort. Et comme voilà, je suis passée par une grosse phase
de laquelle je sens que je sors seulement. Ah, c'est vrai. Mais voilà, de remise en question, en fait, de qui suis-je, que fais-je dans ma vie. Parce que moi, je viens d'une famille où il y a beaucoup de gens dans le milieu du spectacle aussi. Donc, je me suis toujours identifiée à ça, en fait. Et puis, me rendre compte que, je me rends compte qu'avec la peinture, j'arrive à créer sans que ce soit douloureux ou source de pression, de la pression de réussir. C'est intéressant. Ah, ouais, donc voilà. Et puis, j'écoutais Sens Créatif déjà avant. Parce que toutes les questions autour de qu'est-ce qui nous pousse à créer, pourquoi on crée, comment chacun arrive à aboutir à ses créations, comment notre âme s'exprime à travers ça, c'est quelque chose qui est cher à mon cœur et tout mon art, c'est toujours beaucoup inspiré de questions existentielles. Oui. Comment t'as connu Sens Créatif, du coup? Par quel biais? Je sais plus si c'est une amie qui me l'avait recommandé ou si je suis tombée dessus par hasard. Vu que tu t'es mis au dessin, entre guillemets, c'était un peu genre, tiens, écoute ça va t'aider. Non, c'était bien avant. D'accord. C'était bien avant que je me dise, tiens, peut-être que je peux bifurquer par là-bas professionnellement. Mais c'est vrai que tu fais partie de ces auditrices, ces auditeurs qui ont vraiment accroché avec l'essence vraiment un peu existentielle de ce qu'on essaie de faire avec Sens Créatif, et you get it, tu vois, et ça fait plaisir. Moi, j'aime les deep stuff. Ouais, c'est ça. Vraiment qui est dans les profondeurs, dans les méandres et dans l'inconnu. Oh là 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 là, so drama queen. Ça me fait vibrer, quoi. D'accord. Et c'est intéressant le fait que tu avais toute cette culture familiale très forte et où quelque part tu suais des gouttes, et que quand tu es passé du côté du dessin de la force, c'est devenu beaucoup plus naturel. Ouais. Et c'est quelque chose que moi aussi j'ai vécu, notamment avec le podcasting. C'est pas facile de se déconstruire de nos mythes familiaux ou de l'ego qu'on s'est créé, de ce qu'on avait envie d'accomplir, pour soudainement aller vers l'évidence qui paraît plus simple. Ouais, complètement. Et je trouve ça hyper intéressant. Tu vois, j'ai pas complètement quitté le spectacle. C'est juste, aujourd'hui, en fait, je me suis mis la règle, une règle au sens un dogme, mais ok, je suis juste ma boussole intérieure de c'est quoi les projets qui me font profondément du bien. Et je vais que vers ce genre de projets-là qui ont vraiment du sens profondément pour moi. Et en fait, le dessin m'aide beaucoup, justement, à voir, tiens, il y a un espace créatif heureux, joyeux et fluide et facile. Comment je peux trouver le chemin de ça de le ramener vers le monde du spectacle. Et puis, je vois bien qu'entre-temps, il y a des zones de turbulence. Mais du coup, c'est tout un chemin de chercher comment ramener, voilà, de cette énergie qui est facile pour moi dans le dessin et dans la peinture, vers peut-être aussi parce que naïvement, c'est un milieu où, de dessin, de la peinture, j'ai aucune technique. Mes tout premiers cours de technique, je les ai pris cette année. Ah oui, je suis absolument autodidacte. Et juste dans l'expression libre, en fait. Donc, du coup, je pense que j'ai pas dans le dessin et dans la peinture ce que je peux avoir dans le spectacle, qui est plein de croyances qu'on t'inculque notamment en école, c'est comme ci ou comme ça. Le côté autodidacte a ses avantages, hein. Et puis ses inconvénients aussi, évidemment. Complètement. Je me sens super limitée sur plein de trucs, par exemple. Mais du coup, c'est super chouette d'avoir ces deux côtés de la balance et de créer des liens entre les deux. Ouais. Et voilà, dans comment on cherche, comment je trouve pas le mot. Ah, chercher, c'est ça. Comment on exprime son art, quoi. Chercher, c'est tout ce qui me fait vibrer. Vas-y, Laurent, tu veux dire un truc, il me semble. Moi, je voulais savoir, c'était quoi tes outils, en fait, d'expression, justement, avec le dessin? Alors, moi, surtout, ce que j'aime le plus, c'est l'aquarelle. Et en fait, ce que j'adore avec l'aquarelle, c'est le côté indomptable. Mais ouais, j'adore. Ah oui, c'est vrai que l'aquarelle... indomptable. Et en fait, j'adore ce truc de... Tiens, je vais mettre de l'eau, je vais mettre des couleurs. La couleur, ça me parle beaucoup. Je me rends compte de plus en plus à quel point je suis sensible à la couleur. Et en fait, il y a ce truc un peu de... j'ai l'impression qu'avec l'aquarelle, c'est un dialogue. C'est-à-dire que moi, je donne une direction, puis en fait, elle fait sa vie, puis je regarde et comment elle me parle, et il y a un espèce de truc comme ça qui se
passe, quoi, pour Une moi, danse. à ce niveau-là. Ouais, un Une peu. danse, c'est joliment dit. C'est vrai. Ouais. Et un petit mot peut-être sur ton podcast, La Cabane des Créateurs. J'en ai parlé un petit peu au début, on en parlait un petit peu en off. Qu'est-ce que, pour les auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui, s'ils ont envie Alors, d'aller La fouiller. Cabane des Créateurs, c'est un podcast que j'ai créé en 2020. Je l'ai créé de façon complètement spontanée et intuitive, sans aucun plan, ni de com, ni de ligne éditoriale. J'avais juste, en fait, j'avais un besoin immense de m'exprimer. Et en fait, enfin, c'est un peu ce que je te disais en off, Jérémy, c'est que ce podcast, donc moi j'ai eu un bon burn-out en 2021. Et en fait, c'est comme si ce podcast, le fait en fait, j'étais dans une sécheresse créative depuis 4-5 ans. Ah oui. Et moi, j'ai toujours été hyper prolifique artistiquement depuis mon enfance. Et donc, j'étais aussi dans un trouble existentiel un peu de qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive plus à créer? Pourquoi j'avais l'impression d'avoir des étincelles, mais pas de gaz. Enfin, j'étais complètement perdue. Et puis, je m'étais rendu compte de plein de portes qui s'étaient fermées en moi à plein de niveaux. Et où j'étais dans un doute permanent, en fait, de ce que je faisais. Et à un moment, je me suis dit, j'ai besoin de tisser du lien avec d'autres artistes. Je me sentais hyper seule artistiquement. Parce que cette impression de jamais coller à aucune case, en fait. Moi, j'étais très proche du milieu de la comédie musicale. Et en même temps, j'avais l'impression de complètement déborder de ce cadre, parce que moi, les spectacles que je créais, ils étaient... il y avait des bribes, il y avait du texte, il y avait du chant, il y avait du mouvement, mais ça correspondait pas du tout au code de la comédie musicale. Donc, je me sentais à côté de la plaque dans ce milieu-là. Je me sentais appartenir à nulle part, en fait. Et en même temps, je sentais que j'ai plein de choses à dire sur plein de trucs, sur tout ce que je ressens, sur ce qui guide ma création. Et j'ai commencé à écrire des trucs. Et je me suis dit, mais il faut que je les enregistre. Faut que j'en parle en podcast. Ça doit sortir. Et en fait, en même temps que ça, j'avais postulé en fait, il y avait un appel pour participer à une conférence TED. Vous voyez les conférences TED? Évidemment, bien sûr, ouais. Et en fait, il y avait un appel pour participer à ça. Et j'ai été prise, enfin, j'étais finaliste. Dans les 5, en fait, on devait pitcher notre truc en 3 minutes. Il faut rappeler, hein, ce sont des étapes en fait à passer. Au début, il y a pas mal de candidatures et puis au fur et à mesure, ça. Ouais, en fait, apparemment c'est le TEDx de Saclay, de Paris-Saclay. Et en fait, apparemment, c'est un des rares qui font des appels à candidature. Parce que souvent, dans les conférences TED, ils choisissent à l'avance qui ils veulent. Oui, il faut être un petit peu parrainé, ouais. Voilà. Ça a toujours été un peu un rêve pour moi de faire un TED, jusqu'à ce que je le mette un peu de côté en me disant il faut avoir vraiment quelque chose à dire. Mais en tout cas, dans le fantasme, il y avait un truc de faire un TED, ce serait trop bien. Ouais. Enfin voilà, pour moi aussi, c'était un peu allez, vas-y, je teste. Donc, ouais, j'ai été prise en finale dans la catégorie des artistes, du coup. Et donc, j'avais pitché mon truc en 3 minutes, qui était en gros comment notre pollution extérieure est que le reflet de notre pollution intérieure, et comment, dans un dialogue de l'âme, en gros, l'art peut aussi nous aider du coup à dépolluer tout ça, en fait. Et donc, j'avais écrit ce pitch en 3 minutes, et je me suis dit, mais en fait, mon idée, elle est plus longue que ça. Et si j'avais été prise, mon TED, il aurait duré 12 minutes. Et du coup, en fait, ça a été mon premier épisode de podcast. Ah oui. Parce que t'as pas été prise finalement. Non. D'accord. Je suis arrivée deuxième. Ah, c'est pas mal, franchement, bravo. Et en fait, du coup, l'épisode 1, c'était une super expérience. Et l'épisode 1, du coup, ça s'appelle Pourquoi tu crées. C'est ton TED. L'épisode 1, c'est ton TED. C'est mon TED, ouais, exactement. Trop bien. C'est mon TED. Et puis voilà, suite à ça, après, j'ai invité des artistes que j'estimais pour discuter de différentes thématiques. Et du coup, j'ai invité beaucoup de gens du spectacle, évidemment, mais j'ai aussi invité, à cette époque où je ne me rendais pas du tout compte que c'était ça aussi que j'avais peut-être envie de faire, des illustrateurs, des peintres. Moi, j'ai pas mal d'amis dans le street art. J'en ai invité aussi. Enfin, voilà,
Et j'avais besoin de créer du dialogue avec... En fait, voilà, c'était ce truc où je me sentais hyper seule et isolée dans ma vision artistique et dans ma façon de pratiquer mon art. Et j'avais besoin d'aller tisser du lien avec des personnes dont j'estimais le travail et de trouver, est-ce qu'il y a des liens entre eux et moi quand même, ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Et voilà. Et en fait, donc ce podcast, il déroule un peu. Aujourd'hui, je l'ai arrêté. Enfin, je sens que je suis, en tout cas, j'ai l'idée de peut-être faire autre chose, mais c'est encore au stade d'idée. Mais il y a un joli catalogue. Il y a un joli catalogue à aller explorer. Il y a une bonne vingtaine, je crois, il y a 26 ou 27 épisodes, un truc comme ça. Enfin, il y en a 30, mais il y en a 3 qui sont pas encore sortis, qu'il faut que je sorte. Ça fait presque un an que ces dernières interviews, elles attendent d'être sorties. Mais voilà, en fait, c'est beaucoup la remise en question. Je pense que ça peut parler. Enfin, moi, je disais, c'est le podcast des artistes qui cherchent à donner du sens à leur art et à la création. Et moi, on est des podcasts cousins. Ouais, c'est ça. C'est pas pour rien. Je pense que j'ai accroché avec Sens Créatif. Et du coup, c'est un peu toute cette partie de putain, je sens que ma place elle est dans le milieu artistique, mais je trouve plus le sens de pourquoi je crée. Et du coup, c'était toute ma quête en fait de ça et voilà, en échangeant avec. Et tu t'es mise en mouvement. Et c'est en te mettant en mouvement que t'as donné du sens. Ouais, en tout cas, ça m'a permis de m'effondrer parce que c'est au milieu du podcast qu'est arrivé mon burn-out. Ah ouais, c'est comme merde. si ça m'avait permis en fait de faire un état des lieux de, en fait, je suis plus du tout en cohésion avec ce que je veux faire et ce que je fais. Je suis perdue. Il y a d'autres facteurs dans ma vie. J'ai eu plein de ruptures à plein de niveaux en fait, à plein d'endroits dans cette période-là. Et ça m'a permis de m'effondrer. Et après aussi, voilà, de chercher un chemin vers une reconstruction. Et après, à un moment, je me suis arrêtée, d'une part parce que j'ai déménagé et que j'étais plus dans ma cabane. Et que c'est ce lieu aussi. J'habitais dans une petite maison au bord de l'eau qui avait les pieds dans l'eau. Ah et ouais. j'invitais les gens dans ce lieu. Et il y avait ce côté un peu introspectif, un peu magique qui se passait dans le lieu. Et ouais, j'ai déménagé. Je sentais que je passais à autre chose dans ma vie. Et du coup, c'est pour ça que j'ai jamais réussi à monter les 3 dernières interviews. J'aimerais trouver le temps de le faire, histoire de boucler le truc. Et voilà. Et je sens qu'il y a peut-être quelque chose il y a des nouvelles choses là qui maturent, mais ça va pas être pour tout de suite. Ok, d'accord. Bon, donc du coup, un bon petit highlight là. On vous encourage tous à aller écouter La Cabane des Créateurs, les 20 épisodes qui existent déjà. Et on est très content de pouvoir t'avoir avec nous aujourd'hui, Emilia, pour justement un petit peu rebondir sur toutes les actualités qui nous attendent sur Sens Créatif ce mois-ci. Du coup, si tu veux bien, c'est parti. Quoi de neuf sur Sens Créatif? Jingle. Et tout de suite, quoi de neuf sur Sens Créatif? Ah bah je te fais pas un coucou, c'est à toi d'y aller, Jérémy. Tu peux envoyer les news. Allez. On est tout le temps un petit peu en décalage Non, là, c'est comme à la télévision. Bah oui. Tout à fait, Laurent, oui, je te reçois. Oui, alors ici... Alors Jérémy, c'est à toi. Oui. Jérémy, je ne sais pas si tu m'entends. Si, je t'entends. Ça va. Donc, du coup, ce mois-ci, enfin, on est encore toujours au mois de mai, mais on a encore un épisode de prévu ce mois-ci. Oui, c'est un gros mois. C'était un mois boxon pour de vrai, avec tous ces jours fériés, ces vacances. Pour toi, Emilia, ça t'a pas beaucoup impacté, j'imagine, les jours fériés? Non, pas trop. Non. Nous, c'était le désordre avec les enfants. Si, j'ai senti quand même qu'il y avait une ambiance de vacances. Hein. Ouais, c'est carrément ça. Mais, the show must go on. Du coup, qu'est-ce qui nous attend au mois de juin et aussi au mois de mai? Jamais. Alors, au mois de mai, encore, il nous reste un épisode, le 30. Le 30 mai, nous recevons Fortifem. Et qui sont Fortifem? Laurent, est-ce que tu peux nous faire une petite presentation? Avec grand plaisir. En fait, Fortifem, c'est un petit peu le duo d'illustrateurs que les groupes de métal s'arrachent. Ils sont représentés par Agent 002, que tu connais bien, Jérémy, que je connais bien aussi. Salut Sophie. Ils s'appellent Adrien Havet et Jesse Daubert. J'espère que je le prononce bien. En fait, il faudrait que je me renseigne. On leur demandera. Ouais, on lui demandera.
Et en fait, ils ont réussi en un peu moins de 10 ans, en fait, à se faire une place de choix dans le paysage visuel mondial, quoi, carrément. Ils ont un style unique et super reconnaissable. Grosse pointure. Ça emprunte un petit peu à l'imagerie médiévale. T'as du tatouage, de la gravure, puis évidemment, tout ce qui est l'univers du métal. C'est assez méchant, hein. C'est dans tous les sens du terme, c'est méchant, c'est chambé ce qu'ils font. C'est l'épisode métal de la saison, on en a tout le temps plus ou moins une. Hein. C'est ce que je te disais hier, moi je trouve que leurs clients en fait, ils font appel à eux pour devenir badass en fait. Et c'est typiquement en fait leur créneau, c'est-à-dire bon, évidemment, ils font beaucoup de visuels pour des groupes de métal ou de synthwave hardcore qui sont assez connus, genre Rammstein, Godzilla, Carpenter Brut, enfin tu vois, c'est du gros, c'est vraiment du lourd. Mais ils font aussi du taf alimentaire pour des clients comme Ubisoft, HBO, Le Monde, etc. Et je pense que c'est ce truc-là en fait que les clients un peu plus corporate viennent chercher chez eux, c'est vraiment salir un tout petit peu leur image de marque pour la rendre un petit peu badass, pour amener un petit peu de chaos, un petit peu de folie en fait dans tout ça. Je crois qu'ils ont bossé pour Affligem aussi. Et ils ont fait oui, mais bon, oui. Un visuel de moine, mais tu vois, enfin, il y a ce truc-là, en fait, on vient chercher leur savoir-faire dans ce côté un petit peu old school badass, quoi. Voilà. Ouais. Ça te parle, toi, Emilia? Fortifem, le métal, tout ça? Ouais, moi, je suis une métalleuse. Ça va. Ah bah oui. C'est quoi? Ah bah alors, à Metz, t'es bien servi. Est-ce que à Metz, c'est une patrie du métal, moins en France, aujourd'hui, mais au lycée, j'étais une bonne métalleuse. T'écoutais quoi? T'écoutais qui? Alors, moi, je suis plus dans métal un peu pagan et symphonique. Nightwish, c'était... Nightwish. Non, puis tu vois, moi, j'ai une maman finlandaise, donc là-bas aussi... Ah bah oui, forcément. On est des métalleux dans l'âme, là-bas. Est-ce qu'on est d'accord? Les métalleux, c'est des gentils, en fait. Genre, regarde. C'est des gentils, pour moi, dans le métal, il y a des gentils et des beaufs. Ah, des gentils et des beaufs. On va faire un gros bisou à un métalleux super gentil, Flavien. Si tu nous écoutes, je te fais un gros bisou. Ouais. Il habite à Metz. Lui, c'est un métalleux gentil et ultra doué de ouf. Très, très bon pote à Laurent. Donc, ouais, Fortifem, ça va être l'occasion de plonger dans tout cet univers-là. Un univers apparemment de méchants, mais en fait, avec beaucoup de gentils et des beaufs. Enfin, c'est Emilia qui le dit. On leur demandera. En tout cas, eux, ils ont l'air très gentils. Ouais, carrément. C'est un peu une référence dans le milieu. Je précise, j'ai rien contre les beaufs. Hein. Mais non, les beaufs, ils ont le droit d'être là, évidemment. Et puis, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien, justement, dans le métal, c'est ce côté où on se prend pas trop au sérieux aussi. Ce côté, justement, beauf, assumé, mais avec, j'ai envie de dire, avec des couilles, quoi, tu vois, genre, enfin bref, ou avec des motos, ou des longs cheveux. Ou... un chamallow. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà, pour Fortifem, qu'on reçoit la semaine prochaine. Dans 2 semaines, donc une semaine après, le mardi 6 juin, c'est l'épisode des Keepers of the Keys, pour vous, nos petites patates d'amour. Et on va recevoir une personne qui a pas mal été demandée, notamment dans le questionnaire qu'on vous avait soumis. Là, vous l'avez réclamé. Hein. Vous l'avez beaucoup réclamé. C'est Jérémy Martinez. Et vous savez peut-être pas qui est Jérémy Martinez. Alors d'ailleurs, j'ai trouvé qu'une seule photo de Jérémy sur Internet. C'est quand même fort parce qu'il est quand même très rare. Donc voilà, il est assez discret, mais c'est parce que l'entreprise qu'il tellement représente... nul que je l'ai pas mis la photo. Voilà, désolé. Oui. Mais la boîte, le média pour lequel il travaille, vous connaissez tous, c'est Keyblind. Et oui, c'est Keyblind, le gros média axé illustration, le magazine de référence, qui est aussi une agence. Qui vient de Lyon à la base. Oui, tout à fait. Alors, tu connais Keyblind, hein, Emilia? Tu connais Keyblind? Non, mais alors, tu vois, moi, j'ai une confession à vous faire. C'est pas encore assez puriste dans le dessin. Ouais. De ouf. Ça va pas, ça. Je disais à Laurent, je sais plus, l'autre jour, on discutait et je disais, mais en fait, ce qui est trop bien, c'est que Sens Créatif, c'est ma culture, en fait. Ah, je découvre. On a un peu la pression, là. Mais on a la pression, mais ça fait plaisir d'être un petit peu ambassadeur pour faire découvrir, en fait, des personnes, des personnalités. En plus, c'est le propos des Keepers of the Keys. Donc là. Tout à fait. Trop cool. Donc, Keyblind, vous connaissez probablement, mais Laurent, fais-nous un petit topo du coup sur qui est Jérémy Martinez. J'en sais rien en fait. Je sais pas trop qui est Jérémy Martinez. En tout cas, c'est le directeur artistique de Keyblind, mais je pense qu'on va justement en profiter pendant cette émission pour lui demander un petit peu son parcours. C'est le cofondateur aussi. Voilà, c'est le cofondateur. Voilà, on va lui demander
comment ils ont eu l'idée et comment ils l'ont fait évoluer, parce qu'en fait actuellement Keyblind, ce magazine, il ressemble à un magazine un petit peu underground en fait, comme on en voyait dans les années 70-80. Ils ont un petit peu changé leur logique aussi par rapport à ça. Ils sont également éditeurs qui sortent vraiment en coédition, très beaux livres. C'est aussi une agence, un studio graphique. Ils sont sans arrêt appelés pour des tas de projets. Enfin, c'est une espèce d'ovni, quoi. Et voilà, un Keyblind par exemple. Ouais, un Keyblind. Et on va voir un petit peu ce que fait tous les ingrédients qui font la sauce Keyblind en fait avec lui. Voilà. Donc préparez vraiment vos questions si vous faites partie du Patate Club, parce que évidemment ça sera une exclusivité pour. C'est devenu les super patates de luxe. C'est vraiment devenu un média un peu incontournable dans le milieu de l'illustration. Moi, je pense depuis 10 ans, oui, ils ont fait une petite révolution, même une révolution tout court, je pense. Ouais. Bon, c'est très pointu comme magazine. Pour le moment, il faut vraiment un peu s'accrocher. Ouais. Ils font des thématiques en fait, à chaque magazine, et ils explorent les thématiques vraiment à fond. Et c'est pas toujours que de l'illustration. Il y a aussi de l'éditorial, il y a du graphisme à l'intérieur. Enfin, c'est très complet. Et mais il y a une grosse part pour l'illustration, évidemment. Et c'est très très beau. Il faut que tu bouges un tout petit peu vers ta caméra, parce que on est en 3 positions. Voilà, super. Ah damn. Vous voyez l'intérieur, voilà, pour ceux qui suivent Twitch. Le genre de magazine, voilà. Et aussi, du coup, ils ont une agence aussi. Voilà. Ils bossent pour des grosses marques. Ils font bosser beaucoup d'illustrateurs, d'illustratrices, évidemment. Ils ont aussi une boutique à Paris. Enfin bref. Ouais. Et donc, dans le milieu, on va un petit peu découvrir. Enfin, dans le milieu, ils sont très connus. Mais on a la chance qu'ils nous ont accepté de faire cette interview avec nous, parce qu'en réalité, une rétrospective sur l'histoire de Keyblind, ça n'existe pas. On leur a demandé s'il y avait, je sais pas, des ressources, des podcasts, des interviews ou quoi. Et eux, ils sont vraiment, et c'est quelque chose que j'apprécie. C'est vraiment, ils s'effacent derrière la marque, en fait. C'est ça qui est la star. Mais il y a encore jamais eu vraiment l'histoire de Keyblind. Donc on fera parler les humains qui sont derrière. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Et puis si vous faites partie du Patate Club, vous pourrez participer et lui poser vos questions, et qui sait. La question c'est s'ils font du 100% riso. Alors ça j'en sais rien, mais en tout cas ils en font beaucoup. Mais on leur posera la question. Réserve ta question pour le prochain, enfin pour l'épisode du 6 juin, et on lui posera. Ouais. Alors, 4 jours plus tard, ce n'est pas sur Twitch que nous vous donnons rendez-vous. Ce n'est pas à Paris que nous vous donnons rendez-vous. Ce n'est pas à New York non plus. Mais ça commence par la même lettre. Tout à fait. C'est à Nîmes s'illustre, que Sens Créatif retourne cette année. C'est très coloré cette année, les affiches. Emilia, tu seras avec nous à Nîmes s'illustre ou pas? Non, je serai pas avec vous. Je serai à Rennes, parce que j'ai mon copain, il est en finale de ma thèse en 180 secondes. Wow, c'est super. C'est une bonne excuse. Orateur, tu sais. Donc bref, je serai là-bas en Bretagne. Oui, non, je comprends. Pendant que tu seras en Bretagne, nous on sera à Nîmes. C'est la 3e année qu'on y retourne. On est très contents d'organiser. Donc on sera là du 9 au 11 pendant 3 jours. Il y aura des colloques patates, il y aura des expositions, des conferences, des drinks, des expos, je pense que je l'ai déjà dit. Et donc le samedi 10, on organise notre table ronde, devenue désormais une petite tradition. Et pour rester dans la bonne tradition Sens Créatif, on discutera du voyage intérieur, parce que le thème de cette année, c'est immobile. Alors, im-mobile. Donc, on est sur le fait d'être en mouvement. Et alors, vous vous demandez, mais avec qui allons-nous discuter? Parce que c'est vrai que cette année, ça a mis un petit peu de temps. Vous savez pas vraiment qui y aura, etc. Pour ce live. Mais ça y est, les noms sont tombés, et on est hyper content de vous annoncer que nous discuterons avec l'illustratrice Béa Ribaille, j'espère que je le dis bien, et le duo d'artistes Isinori. Et ça, quand même, c'est du lourd. Genre, ces 3 personnes-là, vous irez voir leur boulot si vous les connaissez pas. C'est hyper impressionnant. On va vous faire un petit topo sur qui sont ces personnes. Mais ensemble, on va poser des questions du genre comment l'univers intérieur devient une quête créative à mesure qu'on avance dans sa pratique et sa carrière. Qu'est-ce qui fait qu'on est titillé par cet univers?
qu'on a besoin de l'explorer, de s'y perdre, de s'y réfugier et de le montrer au monde. Ça te parle, Emilia, je suis sûr. Ouais, carrément. Et comment faire évoluer cette petite galaxie intérieure? Donc, on reste dans du cosmique, on reste dans de l'existentiel, on reste dans du mouvement, dans des gros questionnements et avec des pointures du milieu. Donc, si vous n'avez pas encore pris vos billets pour Nîmes Illustre, si vous avez envie de venir nous faire un petit coucou, n'hésitez pas, surtout le 10 juin. Les autres jours, bon, c'est pas grave, mais venez pour le live Sens Créatif. Ce sera à la Maison du Protestantisme. L'année dernière, on était en extérieur. Là, on sera en intérieur, il me semble. Oui. Mais il fera beau. Nîmes est une très, très chouette ville. Et voilà. Alors, je me permets, je continue sur ma petite lancée. À moins que vous avez envie de réagir, parce que là, j'ai conscience d'être en mode monologue. Non, un truc à rajouter, Laurent? Non, vas-y, je sais même pas où tu veux aller après, donc j'ai hâte de savoir. Non, je voulais faire une petite présentation de ceux qui... Ah, d'accord. Voilà. On a Océaz qui nous met un petit cœur dans le chat. Beya Rebaï, elle connaît. Ah, il y a des fans. Donc, on peut peut-être la présenter. Ouais. Alors, pour les amoureux de la couleur, Beya Rebaï, ça se pose. Elle va vous en mettre plein les yeux. Car oui, Beya est une illustratrice passionnée, et notamment par la couleur. Et le pastel. C'est les trucs qui t'explosent à la figure dès que tu vois son travail. Alors ce qui est fou, Jérémy, je trouve que dans son travail, il y a une précision hallucinante, mais quand on se rend compte de l'échelle à laquelle elle bosse, alors là ça devient fou parce que la précision explose totalement. Ouais. Il y a pas de précision en fait, c'est énormément de gestes qui deviennent de la précision par son craft en fait, c'est ça qui est fabuleux. Ouais. Et elle bosse en grand, il me semble. Ouais. Des quelques photos que j'ai vues. Son travail. En allant fouiller pour la présenter, il y a écrit qu'elle est très inspirée par le nabisme, le fauvisme, les nabis. Voilà, donc j'ai dû un peu fouiller. Je ne connaissais pas vous connaissiez-vous les nabis? Bah évidemment. Enfin moi j'ai fait une école d'art, donc je le sais. Voilà. Oh, mais moi aussi, monsieur. J'ai oublié les nabis. Tu dormais. Ouais, je dormais. Non, c'est un courant pictural. Évidemment. Et le fauvisme aussi. C'est un peu des courants cousins. Ouais. Donc avec la part belle de la couleur. Il y a une très grande dans les nabis demande les Navies, les US Navies. Dans le chat. Les US Navies. Et les rêveurs. Peut-être, qui sait, on lui demandera. En tout cas, c'est beaucoup les couleurs qui ressortent dans son travail, de la douceur, de la poésie. Ouais. Et voilà, pour ceux et celles qui aiment le travail traditionnel, elle se pose. Je suis sûr qu'elle maîtrise aussi le numérique, évidemment, mais elle ne s'arrête pas à ça. Et puis juste pour couronner le tout, elle a travaillé beaucoup pour la presse et des plus prestigieuses, s'il vous plaît. Il y a du client là. Ouais. The Guardian, The New York Times, The New Yorker. The New Yorker, les Échos. Je pense que dès que tu mets New York something, The quelque chose USA, ça passe tout le temps crème. Mais elle a bossé pour des trucs bien franco-français aussi, comme l'aéroport de Paris. C'est un gros client. L'aéroport de Paris, c'est top aussi. Pour Nike aussi, je crois. Ouais, Nike. Dr. Oshka, je connais pas. Tu connais, toi? Non, Dr. Oshka, ça me dit rien. Non. C'est pas une marque de cosmétiques. Ah, ce serait pas étonnant, vu son travail, qui s'y prête vachement bien. En tout cas, ou la maison Bonami. Vous connaissez la maison Bonami? Je name drop, Je name drop. J'ai déjà entendu parler de Maison Bonami, mais je sais plus le raccorder. donc, cette réflexion ne servait à rien. Bon, voilà. J'ai déjà entendu parler. Ça parle dans le chat. Ça a l'air de parler dans le chat. Voilà, les gens connaissent, c'est bien. C'est des crèmes cosmétiques, nous dit Gwen. Voilà. Je suis pas étonné. Donc, vous irez jeter un petit coup d'œil si vous ne connaissez pas encore. En tout cas, nous, on a hâte de papoter avec elle en compagnie d'Issinori. Alors, Issinori, je ne sais pas si vous connaissez, je crois que oui. Ils ont fait de très beaux livres comme Alors, attends, celui-ci. parce qu'on ne te voit pas. Oui, je le mets là. Hop, vas-y, hop. Elle tourne comme ça. On vous la met en double. Comme ça. Hop là. Et ouais, parce que c'est les avantages quand on fait un podcast, on peut recevoir des bouquins pour en faire la promo. Un grand merci aux fourmis rouges, d'ailleurs. Ici aussi, Isun Boshi, que j'ai depuis très très longtemps. Donc, vous voyez, grosse inspiration. C'était chez qui celui-là? Celui-là, c'est chez Actes Sud Junior. Junior, voilà. Donc, pour tous les amoureux des estampes japonaises, coréennes, pour tous un peu cet univers-là, ils ont un univers
graphique absolument fou. C'est fait, ça fait la part belle. Il y a de la gravure, il y a du dessin, il y a de l'orange, pardon. C'est très très. C'est très fort, je sais pas comment le dire autrement. C'est juste. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que sont des passionnés d'impression. Hein. Ils ont eux-mêmes un matériel pour imprimer chez eux. Ils collaborent avec pas mal d'imprimeurs à travers le monde aussi. C'est ça qui est intéressant. On pourra parler un petit peu de leur réseau de collaborateurs qui est assez prestigieux, on va dire. Et puis en fait, ils font vraiment aussi de la technique mixte, quoi. C'est-à-dire qu'ils hésitent pas du tout à mélanger le dessin avec des effets de matière, avec aussi de la récupération de vieilles illustrations. Eux, pour le coup, ils ont un vrai goût pour ce genre en fait d'illustration, de dessin. Ouais. C'est très foisonnant. Et donc, au cas où vous le savez pas, Ishinori, c'est un duo d'artistes composé de Mayumi Otero et de Raphaël Urviller, mais c'est aussi un couple dans la vraie vie. Tu avais reçu le duo en saison 2 en saison 2, voilà. 3, pardon. Ouais, ok, d'accord, saison 3. Qui bossaient aussi en couple. Voilà. Donc, on va pouvoir les cuisiner là-dessus aussi. Ouais. Sur justement le travail intérieur individuel et comment est-ce qu'on arrive à le mettre en symbiose, et ils y arrivent à merveille. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Qui font de l'illustration, du design graphique. Bon, c'est pareil, ils ont des expos. Ils ont une liste de clients qui est complètement dingue. On va aussi rappeler qu'ils ont bossé pour les carnets Louis Vuitton, qui est une espèce de graal dans le milieu de l'illustration. Ouais. C'est-à-dire quand tu fais un carnet Louis Vuitton, c'est quand même tu es arrivé au top, en tout cas dans le domaine français. Après vous les avez vus forcément dans 21, dans Le Monde. Ils ont bossé ils ont bossé pour le Centre Pompidou MS, Emilia. Ah bah voilà. Tout est lié, tu vois. Voilà, tout est connecté. Ils ont bossé pour le New York Times, de nouveau, Forbes, Wired, Ride Magazine, Les Arocs, Canal+. Et puis on va dire aussi, et ça c'est important, qu'ils sont aussi auto-éditeurs. C'est-à-dire que quand ils ne sont pas en train de faire des bouquins pour des maisons d'édition, en fait ils font leurs propres bouquins. Ouais. À petit tirage. Et ça c'est énorme parce qu'ils y mettent beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Et je crois qu'ils ont plus d'une trentaine d'ouvrages comme ça qui ont été produits, quoi. Incroyable. Très très pointu. Et Lou Bimi dans le chat me demande s'ils sont des agents. Oui, ils sont chez Illustrissimo, le même agent que Laurent. Donc si, c'est la famille. Et on est vraiment très heureux de les avoir sur Sens Créatif, parce que quand même Ishinori, ça se pose. Et ça viendra justement très joliment clôturer le début de cette saison 5, parce que si vous êtes avec nous le 10 juin, vous aurez l'occasion de les rencontrer en vrai et de vivre un peu l'ambiance d'un enregistrement en direct. Et ensuite, quelques jours plus tard, on le diffusera sur le podcast pour que vous puissiez tous en profiter, pour que tu puisses l'écouter. Emilia, même si tu n'as pas été avec nous, tu pourras le réécouter. Les enregistrements en public ont une vraie place dans mon petit cœur. Ça, je trouve ça tout le temps hyper chouette. Et puis après, on fera un petit break. Et oui, on fera un petit break. C'est les vacances. C'est les vacances. Voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça, toi, Emilia? Le programme est alléchant. N'est-ce pas? Si, j'ai hâte d'écouter tout ça. T'as écouté des rediffusions des anciens enregistrements en public? Ouais, et je trouve que ça apporte une super dynamique. Déjà, je trouve ça toujours intéressant quand il y a plusieurs artistes en même temps, et que du coup, d'entendre la réponse des différentes personnes à une même question. J'adore, parce que tu vois du coup déjà, c'est hyper enrichissant quand tu as une personne qui peut développer sa pensée, mais quand tu as en plus, du coup, ça ouvre l'éventail, tu vois, des nuances et des points de vue. Et c'est marrant parce que même des personnes qui se connaissent bien, il se passe des choses. Hein. Je me souviens de l'épisode avec Aurore Petit, Jean-Marc Matisse. C'était génial pour ça, parce que ils ont pas forcément le même avis sur les choses, malgré le fait qu'ils soient eux aussi un couple. Et c'est le podcast qui permet ces moments magiques où tout d'un coup il se passe un truc, quoi, qu'on attendait pas. C'est clair. Le micro devient témoin de quelque chose, et il permet toujours d'ouvrir des portes insoupçonnées.
Enfin, je sais Ah oui, pas oui. si vous avez ces retours-là avec vos invités. Moi, je sais que à chaque épisode de La Cabane, à la fin, il y avait toujours quelque chose, il y avait toujours un truc magique qui se passait, même si des fois c'était dans les dernières minutes de l'échange. Bah, Euh, déjà, quand on reçoit une personne, il y a un truc de magique qui s'opère parce que tu sais jamais ce qui va se passer. Mais quand tu le fais à l'échelle d'un enregistrement public, tu as non seulement plusieurs personnes autour de la table, mais tu as aussi tout le public, c'est vachement électrisant. Tout ce que tu sais, c'est que tu as des personnes de qualité autour de la table, tu as plus ou moins un fil conducteur dans ton esprit de plus ou moins là où tu veux aller. Et puis après, tu appuies sur enregistrer, et c'est parti, et tout peut se passer. Et je trouve ça vraiment, entre guillemets, c'est une petite prise de risque, mais il y a quelque chose de très chouette. Il y a une énergie que moi j'appelle une petite énergie un peu punk rock dans ces moments-là. Toute proportion gardée, évidemment, mais je me souviens, le premier enregistrement en public qu'on a fait à la Slow Gallery, c'était magique. Il y avait vraiment, c'était une première pour moi et c'était très, très cool. Alors oui, il y a Quentin qui avait posé la question sans nous spoiler. Vous connaissez vos invités pour les épisodes futurs, mais il veut dire quoi? Est-ce qu'on les connaît personnellement ou est-ce que Non, si on connaît les après les vacances, je pense que c'est ça sa question. Ah oui, bah non, attends, Quentin, une chose à la fois. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que voilà ce qui se prépare, pardon, pour le mois de juin. Après, on a besoin d'un petit break, et puis après, on vous tiendra au courant de la suite. Du coup, est-ce que ce serait pas le moment de passer aux petites news du Patate Club? Mais complètement, et j'envoie le générique. And now, ladies and gentlemen, something for your mind, your body and your soul. les petites news du Patate Club. Alors, quelles sont les différentes actualités du Patate Club ce mois-ci? Alors, avant de faire le débrief de ton patatelier, Emilia, on fera un petit tour des autres petites de tout ce qui se passe. Alors, il y a une grosse nouveauté dont on n'a pas encore parlé dans un raid de patates, c'est le Ninja Créatif sur la newsletter. Soudainement, elle est apparue comme ça. Laurent a rajouté une section à la newsletter et c'est très très cool. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire, Laurent, sur le Ninja Créatif qui a déjà de très très bons retours? Qu'est-ce que je pourrais dire sur le Ninja Créatif? Bah qu'en fait ça parle de chaos déjà pour commencer. Bah oui, voilà. C'est du boxon, mais du boxon d'entraînement en fait. C'est un petit peu on va dire le mariage entre ce que j'ai appris il y a des années aux arts martiaux et mon parcours d'artiste, on va dire. Voilà, j'essaye en fait de créer des passerelles, de créer des liens, des ponts avec une approche contemplative, philosophique, enfin où on prend soin en fait de qui on est, quoi, parce que c'est basé sur l'expression qui veut aller loin ménage sa monture. Et bah pour ça en fait faut suivre pas mal de préceptes, un petit peu à la manière du Hagakure. Qui est un manuel en fait sur la voie du samouraï. Alors je vous le recommande pas forcément en lecture, sauf si vous êtes passionné d'arts martiaux et de Japon féodal, mais en tout cas c'est le livre qui marque le film Ghost Dog de Jim Jarmusch, qui est d'ailleurs ressorti en salle récemment. Si vous l'avez jamais vu, allez le voir en salle, c'est vraiment fabuleux, avec Forest Whitaker. Mais ce qui m'a intéressé dans cet ouvrage, c'est en fait cette idée de guide du savoir-être du samouraï, comment on devait se comporter pour être un bon samouraï et surtout être un bon serviteur, un bon vassal. Et ça c'est intéressant parce que en leadership, en marketing notamment, c'est vous allez encore dire que je parle que de lui, mais c'est Seth Godin qui le dit. C'est que Seth Godin, tu connais. Et voilà, en fait, quand on a un bon leader, ça veut dire qu'on est au service en fait des gens derrière qui suivent en fait ta démarche, ton propos, ton projet, ton parcours, etc. Et dans ma tête, ça a fait boum, quoi. C'est-à-dire que pour moi, tout ça est connecté, et le fait de bien savoir s'entraîner,
de savoir bien servir déjà son craft, son art. Et puis les gens qui nous suivent, tout ça m'a donné envie de créer un guide aussi. Et d'ailleurs, c'était la base de notre premier challenge en commun, Jérémy, le Ninja Samurai Project. Ouais. Où chaque jour, en fait, on racontait un petit peu notre état d'âme, l'état d'esprit, notre life, etc. Et on la mettait en image, quoi, ça, sans savoir ce que l'autre allait faire. Et c'est ça qui était rigolo, c'est qu'on découvrait en fin de journée et on avançait comme ça sur des chemins parallèles, mais en ayant une espèce de dialogue. Un dialogue de sourds. La matrice de notre collaboration. C'est ça. C'est un dialogue de sourds, mais en fait qui se parle énormément. Incroyable. Et voilà. Et donc, du coup, dans le Ninja créatif, je réaborde en fait tous ces principes en les explorant beaucoup plus. Voilà. T'as fait des arts martiaux, Emilia? Ouais, moi je suis ceinture verte de karaté. C'est vrai? Génial! Je vais passer ma ceinture bleue. Tu es ceinture écolo de karaté. Pour m'emmener à mon passage de grade. J'avais une intuition. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ta newsletter du Ninja Créatif, c'est comment tu arrives à synthétiser une idée en juste quelques phrases, en fait. Ouais. Des fois, moi, à chaque fois, je sais que à chaque fois que je lis, je fais ah ouais. Waouh, il a réussi à tout dire en 15 lignes. Moi, j'ai l'impression qu'il me faut 5 pages pour dire autant de choses. En fait, en réalité, il faut 5 pages, mais après, c'est la science de l'élaguer. L'essence, quoi. Oui, mais moi, je suis très forte pour faire ça sur les textes des autres, mais sur les miens. Ah oui, non, mais j'avoue, c'est beaucoup plus simple de bosser sur les textes des autres. Et complètement. Mais oui, après, 15 lignes, en vrai. Ouais, mais bon, c'est aussi l'idée c'est l'idée tu sors de ton corps et puis en fait, tu as quelqu'un d'autre qui te corrige toi-même. Donc en gros, j'ai créé un pâté au début, puis après, tout ce qui n'est pas utile, pas intéressant, j'essaye de l'élaguer. Ce que je peux pas faire sur un boxon créatif où on me laisse 1 heure et demie pour m'étaler. Donc là, je m'étale. Voilà. C'est clair. Donc c'est très très chouette. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. On vous mettra le lien dans l'épisode. On vous a mis le lien dans le chat. Puis il y a les PDF sur le Discord aussi, si vous voulez rattraper. Et on a Quentin qui nous dit Laurent synthèse aussi dans ses visuels. Le pixel art, c'est vraiment less is more. C'est Merci vrai. Quentin. Alors, dans les petites actualités du Banat Club, il y a aussi le Discord Sens Créatif. Donc, je suis allé à la pêche au hot topic du mois. Il y en a surtout un qui est plus ou moins lié au dernier épisode. Donc, dans le channel épisode, suite au dernier Boxon Créatif, il y a une grosse discussion autour du statu quo. Mais c'est quoi, en fait, le statu quo de l'utilisation des réseaux sociaux et des newsletters? Alors, j'ai pioché 2 petites citations. Une première, et puis sentez-vous libre de rebondir tous les deux. Hein. Je pêche, mais voilà, c'est pour rebondir. Suite à une conversation, Laurent, à un moment donné, tu fais, en fait, le trick, s'il y en a un, c'est tout le temps de repérer où il agit, le statu quo, et être assez malin, plus malin que le renard, en fait, pour éviter les pièges. Mais qu'est-ce que tu as voulu dire là, Laurent? Il faut écouter le boxon créatif. Qu'est-ce que j'ai voulu dire là? L'idée du statu quo, c'est de nous piéger comme un chasseur piège un renard, c'est-à-dire de créer une palissade en fait au fur et à mesure. Il appâte le renard et il crée une palissade au fur et à mesure des jours pour que le renard en fait soit en confiance et tombe dans le piège. Et le statu quo, en tout cas dans le système dans lequel on est. Je dis pas c'est le système avec un gros S, c'est le système dans lequel chacune se trouve, peut agir comme ça en mode statu quo et nous enfermer dans des croyances limitantes et nous mettre dans un cadre en fait en apparence réconfortant, mais où aucune révolution n'est possible. Et nous, ce qu'on cherche à faire quand on est artiste, c'est ça être révolutionnaire, parce que sinon ça sert pas à grand chose. Sinon on devient, en fait, on est des artisans du marketing après. C'est mon avis. Et je le partage avec moi-même. Mais bon, voilà, non, si on veut vraiment pousser le curseur à fond, c'est ça, c'est un peu ça, la position artiste, ou alors être au service du marketing. Marketing, c'est pas un gros mot, c'est juste on fait le choix. Est-ce qu'on veut révolutionner les choses, ou est-ce que simplement on est bien dans le système et puis on veut continuer à ce que le système il nous file des pizzas et on est content, voilà. C'est un peu le truc.
C'est quoi pour toi ton statu quo, Emilia? Un peu le. Moi, je Comment tu le sais pas définirais? trop si je sais le définir, mais si je peux rebondir sur un truc que dit Laurent, c'est moi ce que j'ai ressenti, notamment du coup beaucoup dans le spectacle et qui me donnait ce besoin de m'exprimer et de partager tout ce que j'ai pu partager au fil de mon podcast. C'était moi l'impression de pas de servir le marketing, mais de servir le divertissement au sens faire diversion et au sens servir l'endormissement d'une société en fait. Et moi du coup c'est beaucoup ça que je cherche et que aujourd'hui encore notamment j'en ai pas parlé je crois encore là, mais dans toute la partie que j'ai à accompagner du coup des auteurs et des autrices surtout de spectacle vivant et de cinéma, puisque c'est là où j'ai le plus d'expérience. C'est vraiment dans l'écriture de récits, de nouveaux récits et de récits au service du vivant, en fait, où on se dit, OK, comment on fait un état des lieux, comment on prend conscience des récits qu'on se raconte collectivement et surtout individuellement, parce qu'il n'existe pas de récit collectif sans récit individuel. Et du coup, comment on cherche dans les histoires qu'on raconte à pouvoir peut-être ouvrir des fenêtres sans que ce soit, sans tomber dans de la morale du plaqué, du il faut, et prendre conscience de tous les étages et toutes les... Je suis désolée, je suis en deuxième jour de règle et j'ai trop de mal à penser. C'est terrible. Je suis dans un brouillard mental constant. Mais ouais, en tout cas, d'aller chercher toutes ces couches de profondeur et de nuances et d'être... en fait, de ramener à la surface le fait que on a plein de récits et plein de récits aussi contradictoires et paradoxaux qui se passent en même temps déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, c'est normal qu'on ait autant aussi à l'extérieur. Et du coup, comment on trouve un équilibre dans tout ça pour amener vers un monde désirable. Et je pense que c'est là où les artistes peuvent avoir un grand et beau rôle sans être dans une héroïfication du plus. Complètement. Mais je pense, moi, en tout cas, ce que tu disais, du coup, mais envoyé à tout ça. Ouais. Et il y a un super reportage qui est passé sur Arte récemment et qui justement parlait de quelqu'un d'extrêmement révolutionnaire à son époque, c'est Steven Spielberg. Faut savoir qu'en fait, le cinéma américain à l'époque, c'était un cinéma qui était soit très formaté, soit à la fois très indépendant et très sérieux. On a cité Scorsese, Brian De Palma, etc. Et Spielberg, lui, ce qu'il a amené, il a amené le blockbuster, en fait. C'était une notion qui n'existait pas. Il l'a amené évidemment avec George Lucas également, qui était son comparse. Et ils ont créé en fait quelque chose qui était totalement nouveau, qui avait jamais été vu dans le cinéma. En fait, ils ont fait une synthèse de tout ce qu'ils aimaient dans le cinéma, notamment le cinéma des années 30, des années 40. Et ils en ont fait quelque chose de totalement nouveau. Donc c'est ce qui a permis les Dents de la Mer, c'est ce qui a permis Indiana Jones, Star Wars et compagnie, enfin tous ces blockbusters. Et ils ont inventé un nouveau modèle. Et c'est ça, être une révolution. C'est pas forcément être élitiste, parce que justement Steven Spielberg, il s'est jamais comparé aux cinéastes les plus intellos. Pour lui, il savait faire du spectacle. Donc en fait, il a fait du spectacle. Mais c'est pas parce que le spectacle, et on parlait de divertissement, c'est pas un propos négatif de dire ça. C'est simplement une posture. Et la posture, elle est hyper intéressante. C'est-à-dire, quand on s'engage vraiment dans sa posture, comme a fait Steven Spielberg, on crée une révolution. Et l'univers l'a récompensé puisqu'il a une des plus grosses fortunes du cinéma qu'on ait jamais vu. Voilà. C'est un truc à réfléchir, je trouve, parce qu'en fait, on aurait tendance à penser que Steven Spielberg, tout ça formaté, mais en fait, pas du tout, quoi. C'était un vrai révolutionnaire. Voilà. Je vous encourage aussi à aller voir le film The Fableman, qui justement retrace ses débuts que j'ai vu au cinéma. Complètement. En version française, dans un cinéma en province, c'était horrible. Bah, c'est déjà ça. Ouais, ils n'avaient pas de verrou. Je voulais à tout prix voir ce film. Bon, bref, voilà, pour Spielberg. Donc ouais. Et ouais, ça me touche ce que tu dis, Emilia, sur le fait de, au final, raconter. Je veux l'impression qu'on raconte tout le temps le même récit. Je pense que l'humanité raconte toujours le même récit, mais le fait d'ouvrir des fenêtres avec des nouveaux champs des possibles, je pense qu'en effet, c'est un peu la responsabilité des artistes et à nous de le prendre ou de laisser les autres décider des histoires à raconter à notre place. Ouais, c'est ça, ou de proposer des histoires. Enfin, en tout cas, moi, je pars du principe que déjà, avoir conscience des histoires qu'on se raconte nous et de quelles histoires nous touchent ou de quelles histoires nous ont construit. Et
Et Ouais. aussi de voir où sont nos propres accords et désaccords avec ces histoires-là, et pour prendre conscience justement du coup de quelles histoires on raconte consciemment ou inconsciemment à travers ce qu'on crée. Ouais. Et en fait, pour moi j'ai besoin que les histoires auxquelles je contribue aient un sens pour l'humanité et le vivant dans son ensemble. Et je me rends compte que quand j'accompagne des auteurs ou des autrices, ou que je discute avec des auteurs ou des autrices qui ont cette envie-là aussi, il y a souvent un truc où on se heurte, qui est cette vision de un espèce d'idéalisme et de vouloir plaquer son idéalisme sur je veux raconter cette histoire parce que c'est évident que ça c'est le bien. Et moi je pars du principe que le bien et le mal n'existent pas, tout est question d'équilibre. Comme souvent on dit, un couteau est un outil, il n'est pas bien ou mal, c'est ce qui est bien ou mal, qu'est-ce que tu vas en faire. Et du coup pour moi les histoires c'est la même chose. Hier je parlais beaucoup de violence parce que en ce moment il y a le festival de Cannes et il y a un peu une polémique autour de on voit toujours les mêmes personnes qui souvent défendent des systèmes oppressifs déjà au sein de l'industrie du cinéma. Et moi, je me suis souvenue de quand j'étais au lycée, que je faisais l'option cinéma, que mes profs nous emmenaient à Cannes, et je me disais, tiens, c'est vrai que j'ai jamais eu l'envie de retourner à Cannes, parce que pour moi, c'est resté un lieu où tu vois des récits qui sont très violents. Ah oui. Et il y avait sûrement plein de trucs cool, mais il y avait des films tellement trash ou tellement choquants et gratuitement choquants que c'est ça qui m'est resté en fait. Et du coup, je me disais, c'est pas une question d'éradiquer la violence ou de dire, de pas montrer la violence ou de dire qu'il faudrait pas qu'elle existe. Non, la violence, elle existe, elle est là dans le monde. Mais c'est juste comment on la raconte, qu'est-ce qu'on en fait, où on l'emmène. Et la violence, elle est dans la nature. Un ouragan, c'est violent, mais c'est pas cruel. Et peut-être que sur la cruauté, on peut faire quelque chose, je sais pas. Bref, on pourrait parler de ça pendant des heures. Mais voilà. C'est clair, c'est clair. Bon, alors, du coup, dans les autres petites actualités, je suis désolé, généralement, j'aime bien les discussions fluides où on rebondit, etc. Mais vu que là, on a un petit programme, parfois, il faut... Ouais. Justement, on va en revenir à toi, Emilia. On va débriefer ton atelier, développer sa créativité grâce à l'intuition. C'est un gros sujet que tu as à cœur, il me semble, et que du coup, le Patate Club a eu l'occasion de bénéficier un peu de ton expérience là-dessus. Comment tu l'as vécu un peu ce patatelier? C'était très chouette, j'ai adoré, et déjà ça m'a fait du bien parce que moi j'ai encadré beaucoup d'ateliers pendant plus de 14 ans et c'était un des trucs qui me faisait le plus peur depuis mon burn-out. J'avais vraiment de l'anxiété par rapport au fait de me retrouver face à un groupe et je m'étais dit allez, ça va être un exercice pour se relancer là-dedans. Et ça s'est bien passé, c'est cool. Donc j'ai été c'est quoi un peu développer sa créativité grâce à l'intuition? En fait, moi j'ai toujours depuis petite eu plein d'espèces de visions et d'images. Et tu vois, d'aller, en fait, comme une espèce de curiosité il y a des trucs à l'intérieur de moi et comment je les explore. Et parfois, ça partait souvent de sensations, tu vois, où je me disais, tout mon corps, il fonctionne sans que j'ai à le guider. Tiens, pourquoi ça me pince là dans la cuisse? Et du coup, vous allez imaginer des trucs. Et en fait, même dans le spectacle, j'ai toujours cherché à cultiver le terreau créatif de mes comédiens. Ah oui. Pour comprendre leurs univers et pour pouvoir, en fait, trouver un univers commun à travers des univers singuliers de chacun. Et du coup, de bric et de broc, de façon empirique au fil des ans, j'ai trouvé des moyens d'aller explorer ça. Et donc là, j'ai proposé dans le dernier patatelier du coup qu'on a fait là, au mois de mai, il y a 2 semaines, d'aller explorer ça à travers un voyage sonore pour aller découvrir son univers intérieur et voir les images qui viennent, les sensations, les émotions, et tout ça, ça te donne de la matière à créer après, quoi. Trop bien. C'est pas facile de se fier à son intuition. C'est parfois un vrai apprentissage d'apprendre à s'écouter et de se faire confiance. Pour ça, c'est ce que je disais au début de l'atelier, c'est
En fait, pour moi, le premier truc qui t'empêche à atteindre ça, c'est le fait qu'on est dans une société qui valorise énormément le faire. Le faire, l'action et je disais, moi, c'est ça. Il y a un truc d'être dans l'être, d'être dans l'action, d'être dans quelque chose qui est très, je trouve pas le mot là, mais capitaliste, productif. Ça va vers ça, forcément, ça tend vers ça. Quand c'est déséquilibré, le but, c'est pas de ne pas en avoir, c'est juste que, voilà. Et en fait, moi, ce que je disais, c'est, je vous invite dans cet atelier juste à être, pour l'expérience, le temps d'une heure et demie. Juste être, et en fait, parce que juste être, c'est abstrait. Comment tu dis, je suis. Juste, en fait, de devenir un réceptacle. Et tu deviens un réceptacle, et quoi qu'il arrive, de toute façon, tu restes maître à bord, c'est toi qui choisis, stop, non, parce que voilà, il y a des trucs qui vont surgir. Et en fait, juste d'accueillir ça, et de dire, bah là, pendant tout le temps là, je suis un réceptacle, j'accueille. J'ai rien à faire. J'ai rien à faire à partir de ce que je vois, j'ai rien à déduire, j'ai rien à analyser. Non, là, c'est déjà à nouveau le petit bonhomme qui cherche à faire. Et juste d'être dans cette position de réceptacle, et d'observer. Et en fait, moi, ce que j'observe dans ma pratique, c'est 80% être dans cet état, et après, tu as 20% où tu es dans l'action et tu sais où tu vas, en fait, parce que tu as eu le temps de recevoir tout ce que tu avais besoin de recevoir, et tu n'es pas en train de chercher à faire à partir de la moindre bribe. Je suis en train de remettre ça un petit peu en place dans mes journées, de commencer ma journée avec genre 5 minutes d'inaction, de méditation, c'est un peu des buzzwords, hein, mais c'est assez facile d'être complètement happé par l'action et d'oublier de s'arrêter. Et puis, je pense aussi, il y a un... Oh, tiens, Jérémy a disparu. Non. Ah. Oui. Non, t'inquiète, ça marche très bien. Okay. Vas-y. Pour moi, il y a quelque chose aussi qui est souvent comme il y a tout ce gros monde du développement personnel. Le développement personnel. Il y a beaucoup cette croyance, je vois beaucoup de personnes qui ont cette croyance que méditer, c'est ne rien faire ou ne rien penser. Mais en fait, cette position de réceptacle, elle est active. Tout à fait, ouais. C'est pas du tout une position passive, c'est une position active, et c'est pas je ne pense rien, c'est au contraire, je me relie à mes sensations, à mes perceptions et à mes émotions. Et en fait, pour toutes les personnes qui auraient du mal à aller explorer ces trucs-là, moi, je donnerais juste un premier fil, c'est juste relie-toi à ton corps. Et c'est pas pour rien, en fait, qu'on dit la respiration, c'est que la respiration, elle est là constamment en mouvement. Quoi que tu fasses, ça sera là. Donc, souvent, en méditation, on dit concentrez-vous sur votre respiration. Et on n'est pas là pour la maîtriser, on est juste là pour l'observer. Mais si ce qui t'aide, c'est de ressentir, parce que t'as un truc qui twitch ici, là, un muscle qui bouge tout seul, juste observe ça et ressens. En fait, ressens. En fait, c'est un truc de ouf, comment dans notre société, on cherche à se couper du ressenti. Ouais. Et ça peut être souvent à travers tout ce qui est addictif. Moi, par exemple, mon addiction, c'est le taf. C'est me couper de mes ressentis, workaholic de ouf. Et on a tous nos holismes quelque part. Ouais. Et nos addictions quelque part. Et souvent, c'est pour nous empêcher de ressentir. Et en fait, quand on s'autorise à ressentir, il y a des mondes de ouf qui s'ouvrent. Et de plus en plus subtils. Et quand on commence à goûter la subtilité des choses, c'est orgasmique. Ouais. Comme tu y vas. Ouais, c'est vraiment c'est puissant, quoi. C'est puissant à plein de niveaux. Marie, elle nous dit, Marie, elle nous dit, trop dur de relier son corps à son esprit quand on nous a toujours appris à faire l'inverse. Ah bah oui, moi c'est ça, hein. C'est un vrai réapprentissage, hein. Quand on dit que tu peux pas trop te fier à ton corps, ou qu'il faut pas trop l'écouter, ou que justement on nous apprend à être des machines efficaces, mais comme mon thérapeute m'a dit il y a quelques années, t'es pas une machine, Jérémy. Et c'est vrai, on n'est pas des machines. En ce moment, je lis un petit livre intitulé « J'aimerais que vivre tu apprennes » d'une autrice suisse intitulée Francine Carillo. Et c'est un tout petit livre. Et son postulat, c'est la contemplation. C'est que souvent, on est tenté d'être soit dans l'action, soit dans la contemplation. Et il y a des personnes qui vont défendre telle ou telle position en disant que l'action et la contemplation ne servent à rien. Et elle part vraiment il
Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est l'un qui se nourrit de l'autre, la contemplation. C'est vachement Mathieu Ricard, ça. C'est vrai? Bah oui, c'est un peu bouddhiste. Même si la nana en question, c'est une théologienne protestante, mais tu vois, tout est lié comme quoi. Mais c'est un vaste sujet. Hein. C'est un vaste sujet. C'est un sujet qui n'a pas de réponse. Non, c'est ça, ouais, il n'y a pas de Il réponse. Il y a autant de réponses individuelles, il n'y a pas une réponse. Ouais, c'est important de le rappeler, hein, parce que c'est un petit peu aussi la quête qu'on a ici sur ce podcast, c'est vraiment de dire il faut trouver sa singularité et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui le fera à votre place, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous là pour échanger sur nos parcours et nos expériences, nos expérimentations, mais qu'au final, tout ça, ça donne des idées, mais il faut construire soi-même son propre système pour pas être dans le statu quo, justement. Exactly. Et ton propre, comment tu disais, ta propre singularité, elle est mouvante. Elle est jamais figée. En fait, dès l'instant que tu cherches à figer quelque chose, tu vas dans la mort. Ouais, attention au totem intérieur. C'est des grands mots. Hein. Ouais. C'est vrai, mais ça va. Orgasme, mort. La mort, je suis d'accord. Ouais. Mais toi, t'es une bonne illustration de ça, justement. Emilia, t'es passé d'un état à un autre, c'est fluide. Tu t'es pas laissé enfermer dans les petites boîtes qui t'avaient prédéfinies. Tu t'es mis en mouvement. Et je crois que j'ai jamais réussi à être dans une boîte. Hein. Ouais. Mais c'est une vraie autorisation à se donner. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voudrait mettre aussi en avant sous le sens créatif. C'est que c'est comment tu dis, Laurent? Be liquid, my friend. C'est Bruce Lee. Bruce Lee qui a dit ça. Be water. Be water, my friend. Be water, my friend. Voilà, exactement. Bon, donc voilà. Donc ça, c'était l'atelier développer sa créativité grâce à l'intuition. Il me semble dispo en replay pour les membres du Patate Club, je précise. Si vous avez envie de découvrir cet atelier et tous les précédents, ils sont disponibles dans le channel consacré au replay des ateliers sur le Discord Sens Créatif. Et je vois juste qu'il y a OCS qui dit un conseil quand tu as peur d'ouvrir la porte du ressenti et de l'émotion, te faire accompagner par un thérapeute. Ouais. Vraiment. Best advice ever. C'est vrai que c'est important de se laisser. Parfois, on n'arrive pas à ouvrir certaines petites boîtes, certaines portes, et qu'on a besoin de quelqu'un qui nous tient par la main pour nous dire. Alors, j'avoue qu'il faut trouver la bonne personne. On va pas se mentir. Hein. C'est pas en claquant des doigts, on va voir un thérapeute, ça va se passer super bien du premier coup. Faut peut-être en tester plusieurs. C'est souvent un travail long. Ouais, et de toute façon, oui. De toute façon, c'est long. Parce qu'en général, ce sont des problèmes un peu deep qu'on a et qu'on porte depuis longtemps. Donc, il faut un petit moment pour les sortir, les exposer. Faut vivre le processus, ouais. Alors, au programme encore. Et cher. Oui, tout à fait, oui. C'est un budget. Mais oui, mais bon, moi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu, on investit sur soi-même. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est important. C'est pas si cher que ça, en réalité, quand on y pense. Mais c'est vrai que c'est pas donné, on va dire. Ouais. Faut faire mais bon, le pas. Vous avez de la valeur, alors misez sur vous, quoi. Ouais, donnez les moyens de vous-même. Ouais, carrément. Alors, le Patatelier du mois prochain dans le Patate Club Universe, c'est le vendredi 9 juin à 14h. Un atelier proposé par Catriel D. Je ne connais pas son vrai nom de famille, mais c'est Catriel D. Animé un atelier grand public et pour les enfants aussi, pour partager son art. C'est un atelier pour tout apprendre sur l'animation d'ateliers artistiques et culturels. Il reste encore des places. Donc l'inscription se fait sur le Discord, rubrique Patatelier. On le dira jamais suffisamment. Les ateliers sont des bons petits rendez-vous pour se retrouver et apprendre des trucs les uns des autres. C'est de la mise en commun des skills de chacun. Et ça fait partie de l'ADN Sens Créatif également. Alors, pour terminer sur l'actualité du Patate Club, on a aussi pour les super patates de luxe, donc les personnes qui nous soutiennent à hauteur de 10 € par mois, le vendredi 2 juin et puis le vendredi 30 juin à 10h30, le déblocage collectif avec Laurent, qui est un échange d'1 heure ou deux pour échanger et partager sur vos problématiques du mois écoulé. Façon safe zone, ce qui se dit là reste là, sur tous les sujets qui seront abordés autour de vos activités créatives. Et il me semble que vous êtes fait des buffs à chaque fois, Laurent. Mm-hmm. Ouais, la dernière fois, on a carrément, on a pris des engagements. Donc, on verra le 2 juin si les engagements ont été tenus.
Excellent. Normalement, c'est 1 heure, mais à chaque fois, vous durez plus longtemps, il me semble. Ah ouais, ça peut arriver à 2 heures, ouais. En fait, jusqu'à ce qu'on ait faim. Ah oui. Ouais. Donc voilà, les déblocages collectifs, parce qu'il y a plus dans 2, voire 10 têtes que dans une. Le 2 juin et le 30 juin à 10h30. Si vous êtes une super patate de luxe, vous avez accès à un petit channel secret qui vous est réservé pour y participer. Et il me semble que les personnes qui ont participé ont toujours été contentes. Donc, c'est plutôt bon signe. Voilou. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas ou que nous n'avons pas encore abordé dans ce Radio Patate, Emilia Laurent? Est-ce qu'il y a un petit quelque chose qu'il faut à tout prix rajouter? Emilia, un truc que tu te dis, on n'a pas parlé de ça, j'aurais envie de l'aborder. C'est maintenant or never. Non, je crois qu'on a fait le tour des choses importantes. Hein. Kiffez votre life, voilà. C'est un bon conseil, ça. Kiffez votre life. Écoutez les épisodes de Sens Créatif qui vont sortir. Retrouvez-nous à Nîmes Illustre. Regardez Ghost Dog, la voix du samouraï. Ressorti au cinéma, Jim Jarmusch. Voilà. Lisez les livres d'Ishinori. Ils sont très très bien. Ils sont très très beaux. Et voilà. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. Merci Emilia d'avoir été avec nous. C'était très chouette. Merci de m'avoir eu avec vous. Avec grand plaisir. On vous donne à tous et toutes rendez-vous mardi 30 mai prochain à 12h30 sur Twitch pour notre interview avec le fameux duo Fortifem. Loubimi dans le chat nous demande la pause vacances, ce sera de quand à quand? Ce sera du 14 juin au mois de septembre environ. Le Discord ne ferme pas, hein, c'est-à-dire que le Discord continue. Le Discord, les ateliers, toute cette petite communauté, cette joyeuse communauté continue évidemment peut-être une newsletter ou deux quand même aussi pour vous tenir un peu. Mais c'est les vacances, hein, on a besoin d'un petit peu souffler, prendre du recul, tout ça pour préparer la suite. Il me semblait que je voulais dire un truc, j'ai oublié. Non, voilà. N'oubliez pas de vous abonner sur Twitch, à venir faire un petit tour sur le Discord pour venir papoter avec d'autres créatifs comme vous. Merci d'avoir été avec nous. Et sur ce, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et on vous dit à très bientôt. Ouais, rendez-vous le mardi 30 mai prochain à 12h30 sur Twitch avec Fortifem. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas, everything is connected! It is said that what is called the spirit of an age is something to which one cannot return. That the spirit gradually dissipates is due to the world's coming to an end. For this reason, although one would like to change today's world back to the spirit of 100 years or more ago, it cannot be done. Thus, it is important to make the best out of every generation. Power equality. I always see everything, my brother.